chaleur les filles, mais quel beau temps! Nous sommes en été, mais j'espère que vous avez autant de plaisir à profiter de la beauté du paysage, de la santé de notre planète, que nous en avons à vous présenter cette 14e émission de Breaking Mamie avec cette équipe de chats, de chic et de choc qui sont Sylvie, enfin moi, de Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Virginie, du blog Je ne vieillis pas. Bonjour. Et Caroline, 50 Years of a Woman. Bonjour. Alors il manque notre amie Annick Instagram, qui est en vacances, comme nous allons l'être nous aussi très très bientôt, comme vous d'ailleurs, je l'espère pour vous. Donc aujourd'hui une émission alors basée sur la beauté de la planète, comment la préserver au mieux pour pouvoir justement léguer à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants une planète telle que nous l'avons aimée. Donc nous recevrons Vincent Guibou, qui est coordinateur au pavillon des énergies, qui a été fait ce pavillon par le Conseil général de Saint-Lô, qui est dans la Manche. Et puis toi Virginie, tu nous présenteras, dis-nous un petit peu. Je penserai à Gérard Gourdon, qui pratique l'hypnose, mais en termes de thérapeutique, qui n'est pas du tout l'hypnose de spectacle, ça n'a rien à voir. Et justement, il vous expliquera la différence. Et puis nous aurons nos coups de cœur. D'ailleurs, nous allons commencer par les coups de cœur, mais aussi nos chroniques. C'est parti pour nos coups de cœur. Alors, nos coups de cœur, nos découvertes. Dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous avez envie. Bon, plutôt livre, plutôt spectacle, plutôt beauté, plutôt mode, plutôt influenceur. Eh bien, dites-nous tout. Pour l'instant, nous allons commencer par le coup de cœur de Sylvie. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une Instagrammeuse et d'une blogueuse déco qui est très connue sur la France, et pas que la France, c'est Regard et Maison. Elle nous propose, comme son amie Atelier Rue Verte, dont je vous ai parlé dans une émission précédente, elle vous propose de la restauration de meubles, elle chine, elle découvre des marques éthiques. On parlait tout à l'heure d'éthique. Enfin bon, bref, en décoration, c'est une référence. Elle vous parle de peinture, elle vous parle de choses quand même très tangibles et qui n'est pas de la décoration impossible à faire et à réaliser soi-même. Elle est vraiment très très créative et son blog est d'une beauté qui vous laissera revenir souvent lui rendre visite. Voilà, je vous conseille Regard et Maison. Nathalie. Eh bien, on ira très rapidement voir ce blog décoration. Ça tombe bien, moi je déménage. Et toi, Caroline? Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. J'ai coqué ma copine Virginie, non, je rigole. Non, d'une série qui m'a vraiment plu sur Netflix et qui s'appelle What If. Alors, vous connaissiez tous, j'imagine, Bridget Jones avec sa super culotte. Et alors, donc, avec Renée Zellweger dans le rôle de Bridget Jones. Et là, elle est dans cette série. Elle joue le rôle de Anne Montgomery. Elle a un rôle comment dirais-je, très mystérieux, séduisante et manipulatrice. Et en fait, c'est l'histoire de cette femme, on ne sait pas très bien d'où elle sort, qui va faire un deal avec un jeune couple dont la femme est une chercheuse, mais elle n'a pas l'argent pour pouvoir mettre en place sa découverte. Merci Virginie, sa découverte. Et en fait, elle va leur proposer un deal, c'est-à-dire en échange de l'argent pour qu'elle puisse mettre en place sa découverte, passer une nuit avec le mari de cette jeune femme. Voilà. Donc Renée Zellweger est absolument incroyable. On la reconnaît pas. Elle est. Je vous laisse découvrir. Allez voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. C'est bien, Caroline. Hein, surtout quand on est en vacances, on a le temps de revoir des séries comme ça, c'est super. Et toi, Virginie? Mon coup de cœur, c'est pour le gâteau basque. Voilà, donc vous aurez peut-être l'occasion de faire un petit tour. En fait, c'était une façon, un petit clin d'œil pour parler du Pays basque, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une région française très belle. Qui a la chance d'avoir aussi bien de la mer que de la montagne. Donc on peut vraiment vivre plusieurs vies pendant ces vacances au Pays Basque.
Donc je vous encourage fortement à y aller. Juste pour, voilà, en fait, le Pays Basque, c'est vraiment les Pyrénées, enfin c'est la partie occidentale des Pyrénées-Atlantiques. Il y a trois provinces, 3 régions, je ne sais plus très bien comment on dit, en fait 3 provinces historiques. Le Labour, qui est le littoral, la Basse-Navarre et la Soule. Et donc il y a un gâteau qui est typique plutôt du Labour, donc plutôt de la partie de mer, enfin du bord de mer. Et alors là, il y a 2 écoles qui se battent pour ceux qui citent le gâteau qui est vraiment fourré à la cerise et celui qui est fourré à la crème pâtissière à l'amande. Moi, je préfère celui à l'amande que j'aime beaucoup. Mais bon, il y a les deux se partagent l'authenticité première. Il faut savoir qu'il est apparu dans la première moitié du 19e siècle. Bon, à l'époque, c'était vraiment les occasions particulières, etc. Et pour vous dire, là-bas, on ne plaisante pas avec le gâteau basque. Il y a chaque année une grande fête organisée autour du gâteau basque. Il y a même un musée qui est consacré dans la ville de Sarre. Voilà, donc le gâteau basque. Bon, ben, on n'en a pas là sur le plateau. Non, j'ai mis une belle photo, mais non. Ben alors, on va se régaler avec la photo. Voilà. Vous voyez là, pour le gâteau basque. Oh là, c'est dommage que nous avons... Maintenant, on en trouve de plus en plus dans toute la France. Je peux le repousser. C'est à 1h30 de Bordeaux. Mais oui, c'est sûr. Il y en a à Bordeaux, les gâteaux basques. C'est sûr. Pas aussi bon. Ouais, non, ils sont vraiment très bons. Moi, quand je suis allée à Biarritz, enfin à côté de Biarritz au mois de septembre, j'ai goûté mais à la cerise. Je ne connaissais pas la cerise. Il y a 2 écoles. Je ne connais pas l'histoire, maintenant tu nous l'as appris. Et moi, j'ai trouvé ça très bon, la cerise. Je connais que le pâtissier à l'amande. Ah, ça c'est bon. Oh, puis manger, c'est très amer. Oui. Eh bien, moi, je vais vous proposer quelque chose que tout le monde connaît. Parce que c'est le journal d'Anne Frank. Donc, qui n'a pas lu le journal d'Anne Frank, qui est une triste histoire, hein, qui est réelle. Moi, je le connaissais évidemment, mais pour mes petits-enfants et pour la voir chez moi, quand j'ai vu qu'était sortie une BD, alors je chausse mes lunettes pour vous dire les noms, parce qu'effectivement, en plus ils ne sont pas français, donc ça va être difficile. C'est Harry Folman qui écrit et David Polanski qui fait le graphisme. Et voilà la BD. Alors la BD, voilà, mais vraiment avec des... elle est superbe. Elle est superbe. Moi, mon mari qui est très critique pour tous ces trucs-là, elle a trouvé vraiment très très bien. Et ça a intéressé mes fils. Mes fils aînés se sont jetés dessus, littéralement, en disant « Maman, c'est bien que tu as acheté ça, même pour les enfants. » Donc, moi j'aime beaucoup. De cette famille-là, parce qu'il y a 2 familles finalement qui vivent dans un appartement au-dessus de l'usine du papa de Anne Frank, il n'y a que le papa d'Anne Frank qui est revenu de camp de concentration. Donc je pense que les enfants doivent connaître tout ça, parce que c'est aussi important, quand on connaît, on voit que les horreurs, on n'a pas envie peut-être de recommencer la même chose, mais vraiment, il y a des moments, c'est très humoristique. C'est très... Bon, ils le disent, hein, qu'ils ont pris quelques libertés pour l'écrire, mais il y a une fondation qui effectivement justement s'occupe de tous les enfants dans le monde qui sont malheureux, qui effectivement a contrôlé quand même et a donné son aval pour cette BD que je vous recommande, parce qu'elle est vraiment essentielle, je dirais. Je ne veux pas dire que c'est une bonne lecture gaie et tout, mais c'est essentiel et c'est traité... C'est un devoir de mémoire. Voilà, un devoir de mémoire complètement sûr. Donc voilà, nos coups de cœur, moi je les trouve passionnants, évidemment, comme à chaque fois que vous faites quelque chose, j'adore. Maintenant, nous allons passer à nos invités, coups de cœur. Notre premier invité est Gérard, qui va nous parler, grâce à Virginie, de l'hypnose. Donc, je laisse la place à Virginie. Ouais. Donc, moi je voulais vous parler d'hypnose, mais d'hypnose thérapeutique. Qui n'est pas du tout, il ne faut pas confondre avec l'hypnose du spectacle, ça Gérard vous parle d'hypnose spécifique. Moi j'ai arrêté de fumer il y a quelques années grâce à l'hypnose, donc c'est quelque chose que j'ai découvert et que je trouve ça donc effectivement très efficace. Et je voulais que Gérard nous en parle. Donc est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre l'hypnose qu'on voit nous à la télé et l'hypnose telle qu'elle est pratiquée en thérapie? Bien sûr. Alors l'hypnose, c'est assez difficile de donner une définition. À l'hypnose, il y a un peu autant de définitions que de formes d'hypnose, ou bien même de praticiens en hypnose, thérapeutes en hypnose. Mais il y a aussi des formes qui sont connues du public. Dans la conscience collective, on a tout ce hypnose de spectacle, avec les trucs très physiques, les trans, les états de transe aussi, avec les yeux qui se révulsent, toutes ces choses-là. Il y a aussi l'hypnose de rue,
qui est plus un peu cirque, un peu amusement, divertissement, et puis il y a l'hypnose thérapeutique, donc, dont on parle aujourd'hui, qui est donc un métier d'accompagnement. C'est une pratique, un apprentissage, un état, c'est beaucoup de choses à la fois. Dans l'accompagnement thérapeutique, pour permettre aux personnes d'atteindre un état de conscience que l'on dit modifié. Ça ne veut pas dire non plus grand-chose, un état de conscience modifié, et de confiance aussi modifié. Mais pour essayer de donner une définition quand même, d'abord, ce n'est pas tout à fait un état, parce que c'est un mouvement, hein, l'hypnose. C'est, je pourrais dire, remettre les choses en mouvement à l'intérieur du corps et à l'intérieur de l'esprit. Pour permettre ce mouvement, il faut libérer des choses, il faut abandonner des choses qui retiennent, il faut laisser de côté, laisser à côté, laisser tomber des pensées, des croyances, des limites que l'on a, qui sont parfois attribuées au travail de l'inconscient, qui gère tout ça pour nous dans ses mémoires, dans nos mémoires. Et donc dans ce mouvement d'abandon, de se laisser tomber exactement là où on est, comme on est, c'est aussi un apprentissage, hein, de savoir faire ça. C'est ça aussi qu'on fait en accompagnement, hein. On explique, on apprend, on forme. Et dans cet état donc d'abandon à soi-même finalement, hein, et non pas d'abandon à l'esprit de l'hypnotiseur, hein, qui n'est pas là pour rentrer en contrôle, mais au contraire, donner à la personne la possibilité de reprendre le contrôle d'elle-même. Et donc c'est, on pourrait dire, à la fois un apprentissage, à la fois un mouvement qui permet de faire ce retournement vers soi-même, afin de mieux comprendre, de découvrir et de mieux appréhender ses limites, ses croyances et aussi l'ensemble de ses capacités, hein, de ses super pouvoirs. Voilà. L'idée, c'est de changer un certain nombre de comportements. Justement, je parlais de l'arrêt de la cigarette, et bon, il y a pas mal d'addictions qu'on peut traiter. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir changer, enfin, au-delà de les comprendre, de pouvoir changer certains de ces comportements. Bien sûr, tout à fait. L'idée des personnes qui rentrent en thérapie et qui choisissent l'hypnose, parfois en début de parcours de thérapie, parfois en fin, parfois au milieu, ont comme idée bien sûr de changer les comportements, qui sont des comportements qui empêchent, comme les addictions dont tu parlais, qui les font souffrir, mais qui ne comprennent pas. Si on les comprenait, parfois on pourrait déjà mieux agir dessus. Donc parfois, dans certaines thérapies plus classiques, hein, plus analytiques, on se dirige vers les causes, hein, des comportements. On s'allonge sur un canapé et puis pendant des années, on va étudier son passé, revenir à des choses très douloureuses parfois, pour avoir une certaine forme de compréhension et de là dégager au bout de beaucoup d'années, parfois quelques clés et parfois quelques libérations. Il y a aujourd'hui des thérapies qu'on appelle les thérapies brèves, hein, dont l'hypnose fait partie, qui sont des brief therapies, pas brèves seulement par leur format, mais aussi parce qu'elles sont orientées vers la solution et non pas vers les causes. On dit, nous, dans notre truc, on est orienté vers le comment et non pas vers le pourquoi. Hein, donc ça permet d'éviter d'aller se promener dans des zones douloureuses du passé, mais en même temps ça permet surtout de s'y connecter, hein, de les accueillir, de les accepter, de les englober à son système entier qui fait tout un tas de parts inconscientes. Donc bien sûr en faisant ça, eh bien, on va aller déminer, on va aller se rassurer sur des comportements et puis du coup débloquer des addictions, débloquer des frustrations, débloquer des comportements que l'on n'explique pas, puis qu'on arrive à expliquer, toujours pas à s'en débarrasser, puis finalement en faisant ami-ami avec qui l'on est vraiment, avec ces casseroles, hein, tout ce qu'on a, et tous ces fardeaux voilà, qu'on traîne, en se reliant à ça dans un état de non-jugement, un état de grande bienveillance envers soi-même, où justement on a laissé à côté tout ce que la société nous a toujours dit, aussi laisser à côté le regard des autres, et puis ce que parfois on subit. Ça nous permet de rentrer finalement en amour avec soi-même, et puis par cet état qui est au-delà de la compréhension, au-delà de l'acceptation, qui est vraiment une reliance au monde, à son monde intérieur et puis au monde extérieur, qui est à peu près la même chose aussi,
eh bien, on se réconcilie par ce geste, par ce mouvement, par ce déplacement, cette transe qui devient un transport vers soi-même, pour finalement s'accueillir exactement, accueillir tout le vivant qui est en nous. Et la guérison est au bout, bien sûr. Guérir, c'est quand on est malade. Un comportement, c'est pas tout à fait une maladie, C'est une douleur, ça peut être une douleur. c'est une douleur, et en tout cas, ça apporte un sentiment de... Trop manger ou fumer, c'est une maladie aussi. Alors, trop manger ou fumer, oui, c'est une maladie. Les dépendances sont des maladies. Nous, on n'emploie pas trop le mot guérir, parce que, on en parlait tout à l'heure, l'hypnose, c'est pratiqué par les médecins, parfois, qui eux ont le droit de parler de diagnostic, de patient, de guérison. Il y a une petite querelle en ce moment entre les médecins et les hypnothérapeutes. Comme disent les psychiatres bien pensants, les médecins ont des craintes justifiées et les hypnothérapeutes des demandes justifiées aussi. Donc pour que ce métier soit reconnu pleinement, mais dans la terminologie, par exemple, on ne peut pas dire guérir. Donc nous on accompagne, comme un thérapeute, comme un psychothérapeute, On soulage aussi. Oui, c'est du confort de vie, vous apportez du confort de vie. Moi, bien sûr, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, c'est ça, c'est du confort de vivre. Et puis il faut savoir que ça s'intègre, enfin une séance d'hypnose, tout seul, c'est comme on va à un massage par exemple, c'est-à-dire c'est une hygiène de vie où c'est pour peut-être commencer à toucher du doigt un point qui a besoin d'être dénoué, détendu, dégéléifié, un peu sortir de sa cristallisation. Et puis ça s'inscrit quand même dans le temps. Il faut faire ce qu'on appelle une cure ou une petite thérapie brève sur quelques séances pour pouvoir, parce que tout est lié bien sûr, pour pouvoir aller de point en point, et puis redessiner sa propre carte, son environnement, réhabiter son monde. Et donc c'est une thérapie. La séance d'hypnose toute seule, ce sont des séances d'hypnose. Oui, c'est toujours pareil, c'est rien de magique, c'est un travail, c'est pas vous allez, hop, vous en sortez différente, c'est vraiment un vrai travail qui se fait à deux, en fait, avec le thérapeute et la personne elle-même. Voilà, c'est un travail qui se fait à deux, nous on aime à dire, et c'est la vérité, que ce travail est fait par la personne. C'est un travail qui découle d'une motivation importante, d'une certaine croyance aussi en cet accompagnement qui est primordial. Et nous sommes des accompagnants dans une posture très en retrait, où le langage intervient au début et l'écoute bien sûr tout au long pour rejoindre la personne là où elle est. Et ensuite finalement le langage disparaît, perd de son sens. Et puis la personne travaille avec ses mots, avec sa façon de penser et à son rythme. Et ça peut prendre parfois une séance, c'est vrai, pour arrêter par exemple des boulimies ou bien sûr la cigarette, l'alcool, d'autres addictions, ou simplement avoir un autre regard sur son comportement, sur la vie, arrêter de se victimiser, ou tout d'un coup reprendre possession de sa confiance. Bien sûr, on gère beaucoup de problème de confiance en soi. Je me doute. De toute façon, vous retrouverez toutes les coordonnées de Gérard, de notre petite barre. Enfin, moi, j'ai déjà été très apaisée par la voix de Gérard. Oui, ça fait du bien. Ça nous a fait un bien fou. Petite question, c'est à propos du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que à partir d'un certain âge, malheureusement, je ne sais pas si c'est pas la même chose pour vous, mais on a un petit peu de mal à dormir, à trouver le sommeil, enfin avec des sommeils un petit peu plus ou moins agités. Est-ce que vous pouvez aider avec justement ça, votre méthode, à nous aider à mieux dormir? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors l'hypnose, il y a un aspect important dans l'hypnose qui est la relaxation. Ouais, c'est d'abord une détente, parce que pour s'abandonner, il faut être en confiance. Quand on est en confiance, bien, on est plus détendu. Puis finalement, on rentre en confiance avec soi-même, et là, on est carrément en accord, Ouais, on est aligné. Donc, pour trouver le sommeil, et à tous les âges, on a des problèmes de sommeil. Moi, j'en fais beaucoup au cabinet avec mes clients. Il y a toujours une question posée, mais la solution se trouve souvent un peu ailleurs, pas tout à fait dans cette question directement. Alors les troubles du sommeil, ça peut être moins besoin de sommeil avec l'âge, mais ça peut aussi venir d'une certaine forme d'anxiété, ou d'une certaine forme de peur, ou de différentes choses qui
peut-être n'existaient pas avant et puis qui tout d'un coup s'installent parce qu'elles avaient une existence quelque part, à un endroit. Voilà. Donc ce qu'on va travailler pour le sommeil, on ne va pas s'occuper du sommeil avec ce fameux dorgeleux dont on parlait tout à l'heure en antenne, qui est là donc de l'hypnose de spectacle, hein, qui bien sûr, si je vous dis dorgeleux, ça ne va peut-être pas marcher. Attendez, Ça marchait. Et donc on va travailler une technique douce, comme je l'ai dit au début, c'est avant tout un apprentissage. Hein. Ouais, c'est ça. Donc vous allez apprendre en le vivant, hein, en séance par exemple, à vous mettre dans un état où vous êtes totalement réceptive à ce qui est en train de se passer dans votre corps, dans le silence qui s'installe, dans la façon dont vous pouvez ralentir votre flot de pensée, et surtout vous allez apprendre à ne pas focaliser sur le sommeil avec cette phrase « je veux dormir », il faut absolument que je dorme, qui a donc un effet inverse, comme on s'en doute, et donc apprendre à accepter que ça peut prendre un certain temps. Je peux quand même vous donner un petit truc, c'est quelque chose qui marche bien en cabinet, dans un premier apprentissage, c'est effectivement de s'allonger et puis de penser à quelque chose qui est de surtout garder les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Et comme l'inconscient, lui, a cette espèce d'esprit de contradiction parfois, d'abord de chercher à faire ça, c'est un des principes de l'hypnose, ça s'appelle la confusion. C'est-à-dire plutôt que d'aller dans le chemin évident, de dire il faut que je dorme, mais si je ferme les yeux, je vais encore plus facilement entrer dans le sommeil, ce qui propose finalement, ce qui amène l'effet inverse, et bien là, votre esprit est concentré sur autre chose, c'est-à-dire qu'il s'est mis un petit peu en vacances de ce besoin de dormir, et vous avez un autre challenge qui est de garder les yeux ouverts. Et comme votre esprit qui lui vous empêche de dormir, et bien là s'occupe à autre chose, toujours dans votre position allongée qui va vous apporter quand même le sommeil, et bien finalement vos yeux vont se fatiguer d'eux-mêmes et vous allez continuer à penser à les garder ouverts. Et en pensant je dois garder les yeux ouverts et je dois garder les yeux ouverts, cette notion de sommeil, d'endormissement disparaît. Et finalement elle arrive comme elle doit arriver naturellement, quand justement vous êtes libéré de tout ce qu'il faut faire. Et on va tester. Donc vous allez tester ça ce soir. On va tester ça. Ah oui, génial. On va essayer. Vous nous direz en commentaire si vous avez testé, si ça a marché. Et je rappelle que les coordonnées de Gérard sont à retrouver dans notre barre d'infos, comme tu fais si bien, Nicole. Et oui, sur le petit plus. Ça. Voilà. En tout cas, merci à vous deux pour cette jolie présentation. Ça nous a... Bah justement, dites-nous, vous aussi, vous avez déjà pratiqué l'hypnose, et pourquoi? Moi, j'ai une cousine qui l'a pratiquée pour la cigarette, et elle n'a jamais refumé après. Donc, dites-nous dans vos commentaires, c'est très intéressant pour nous, mais aussi pour vous tous, parce que vous pouvez relire les commentaires, et comme ça, avoir des idées. Merci à vous deux. Merci. Et bien voilà, c'est l'été. Je pense que comme nous, vous allez recevoir vos enfants, vos petits-enfants. Nous allons pouvoir admirer la mer, la campagne, enfin tout ce qui nous donne beaucoup de joie dans la belle nature. Mais nous ne savons pas trop comment inciter justement nos futures générations, mais aussi nous-mêmes qui n'avons pas été habitués à prendre soin de la planète, à prendre soin de ce que nous avons de très cher, qui est notre planète à tous. Donc, pour l'occasion, nous allons recevoir Vincent Guibou, qui est coordinateur du pavillon des énergies du Conseil général de Saint-Lô, dans la Manche, pour ceux qui ne le savent pas.
Bonjour Vincent Guigou. Bonjour. Merci d'être venu. Dis-moi, je peux te tutoyer. Oui. Dis-moi, depuis combien de temps est ouvert ce pavillon des énergies? Alors on va fêter les 10 ans l'année prochaine, donc on est dans la 10e année. Donc ça va faire 9 ans et demi maintenant que nous sommes ouverts au côté de Saint-Lô, donc du côté de la Manche effectivement. Et ça, c'est par le Conseil général? Oui, alors conseil départemental maintenant, mais ça ne change pas grand-chose, donc une collectivité effectivement qui a pris la décision de se dire qu'à l'échelle de notre territoire, il fallait qu'on sensibilise finalement les citoyens de la Manche à tout ce qu'allait être écologie, que ce soit sur les énergies, le jardin, les déchets, pour aider finalement les gens du territoire à mieux gérer ça, voilà, que ce soit en famille ou individuellement. Avant que tu viennes sur le plateau, nous avons mis un petit film que nos téléspectateurs ont pu voir sur effectivement ce fameux pavillon des énergies, qui est un... Enfin, si vous êtes en Normandie, allez le voir parce que franchement, on a plein de questions, on a plein de réponses, et toi, tu es coordinateur de ce pavillon-là. Exactement, donc notre objectif, c'est vraiment sensibiliser les publics, donc le bâtiment est ouvert, c'est gratuit, et les gens peuvent venir visiter le bâtiment, on fait des ateliers pour les familles. Alors c'était évoqué les vacances, les grandes vacances qui arrivent, c'est souvent pour nous l'occasion d'accueillir justement les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants qu'ils ont ponctuellement pendant les vacances. Et on a un principe, c'est qu'on peut sensibiliser les gens que si finalement ils vont s'amuser. Donc nous sommes sur des ateliers le plus ludiques possible, et avec un autre objectif, c'est de se dire on ne peut s'occuper bien de la planète que si on comprend un peu comment ça marche. Donc c'est un peu notre objectif, et j'aime bien prendre cette notion-là avec les familles qui viennent, de parler de cuisine, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez connu, et on aime bien avec ses grands-parents, ses parents faire de la cuisine, et partir du principe que la planète, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a plein d'ingrédients dedans dont nous faisons partie, nous les êtres humains, mais on n'est pas les seuls. Il y a les végétaux, il y a les plantes, les végétaux, il y a aussi finalement tout ce qui nous entoure, le ciel, la mer, l'atmosphère. Et que cette recette de cuisine, il faut qu'elle soit à une température de cuisson entre guillemets correcte. Pour vous donner un ordre d'idée, la Terre c'est entre 15 et 17 degrés, pour que ça soit bon. Et par contre, ce principe-là, on essaie d'expliquer aux gens que si vous faites votre recette de gâteau au chocolat, vous avez beau avoir le meilleur chocolat du monde, si vous ne mettez pas 200 g de farine mais 500 g de farine, la recette risque d'être pas bonne. Si je cuis mon gâteau, je ne suis pas un expert de la cuisine, mais si je cuis mon gâteau à 180 degrés pendant 25 minutes, au mieux finalement de le cuire à 180 degrés pendant 20 minutes, il risque non plus de ne pas être très très bon. C'est sûr. Si vous savez appliquer ça finalement sur un gâteau au chocolat, nous ce qu'on essaie d'expliquer aux familles, c'est qu'il faut appliquer un petit peu la même chose sur finalement la planète, et que si nous, les êtres humains, on change un ingrédient, on a beau être doté de technologies, de techniques très puissantes, la recette risque de moins bien marcher. En partant de ce principe-là, on ne veut pas être moralisateur, mais on essaie du coup d'expliquer aux gens comment à l'échelle du jardin, la maison, l'appartement, on peut faire attention à toutes ces notions d'écologie. Donc tu vas nous donner des conseils, justement, c'est difficile d'expliquer aussi à des enfants, ou à des grands ou des petits-enfants, mais même à nous, parce qu'on n'a jamais fait tellement attention, nous, à la planète. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les enfants qui soient les plus difficiles à convaincre, parce que généralement, ils sont eux assez sensibilisés. Les enfants. Et je prends un exemple pour illustrer ça, c'est quelque chose que peut-être je pense ici sur le plateau on a tous connu. Moi je me rappelle parce que c'est souvent les grands-parents sont aussi des points de souvenirs, et je me rappelle avec mon grand-père aller mettre des déchets à la décharge, qui étaient des espèces de grands endroits où on accumulait tous les déchets. On parle à un enfant de 7 ans aujourd'hui, il ne connaît plus ça. Pour lui le tri des déchets c'est devenu quelque chose que tout le monde fait, et il nous regarderait avec des yeux bizarres si on disait qu'on allait mettre nos déchets n'importe où. Donc nous, ça, le coup, on va se servir, on va se dire que les enfants sont peut-être justement ceux qui vont pouvoir sensibiliser leurs grands-parents à cette idée-là. Mais les grands-parents ont plein de choses aussi à apprendre à leurs petits-enfants. Alors je vais vous prendre un exemple, par exemple, assez commun, c'est que effectivement, nous vivons sur un territoire où il y a beaucoup de maisons en terre. La terre est un matériau génial, on en trouve dans beaucoup d'endroits. C'est naturel, sain et facile à fabriquer des murs en terre. Et aujourd'hui, on est très peu à vivre dans des maisons en terre. C'est un matériau qui a été complètement abandonné pour utiliser des matériaux beaucoup plus polluants comme le béton par exemple. Et finalement, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une famille où le grand-père était tout content d'expliquer à finalement son petit enfant pourquoi lui vivait dans une maison en terre et tout l'intérêt qu'avait une maison en terre en termes sanitaires, en termes de confort dans la maison. Et donc du coup, finalement, c'est un peu une transmission intergénérationnelle. Chacun peut s'apprendre, il faut juste avoir les bonnes portes d'entrée. Et nous, on est juste là pour faciliter ces portes d'entrée, du coup, avec des petits ateliers ludiques que l'on peut faire, effectivement, sur les énergies ou genre. Tu m'avais parlé un jour, enfin c'est pas que tu m'avais parlé, c'est que j'ai assisté à une visite d'un petit enfant qui te parlait des vers de terre.
Tu parlais de jardinage, donc si tu peux nous dire cette anecdote, j'aime bien moi. Oui, alors il y a cette vers de terre et celle de l'abeille qui est assez intéressante effectivement. Cet enfant dont tu parles, il est arrivé sur un atelier qu'on était sur le compostage. Donc quelque chose d'assez classique, comment faire finalement de la terre avec nos déchets. Et puis la porte d'entrée, c'est un petit ver de terre, une petite image, une maquette, enfin pas une maquette, mais une petite pelouse de ver de terre. Et cet enfant-là, tout content, sans aucune méchanceté, m'explique que finalement, lui, ce qu'il adore faire, c'est écraser les vers de terre. Bon, après tout, pourquoi pas, on a tous joué à des jeux de ce style-là peut-être, ou autre. Et en fait, c'est juste qu'il ne comprenait pas. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, des fois, quand on comprend les choses, ça nous aide à mieux respecter notamment la nature. Et finalement, on lui a expliqué, tout simplement, on a été voir notre compost, c'est un grand bac avec plein de terre dedans, puis on a ouvert. Et là, il a vu plein de petites bêtes, ce qu'on appelle les auxiliaires de jardin, des petites bêtes qui vont nous aider à entretenir notre jardin. Il a vu des vers de terre, d'autres petites bêtes, et on a essayé de comprendre avec lui à quoi ça servait. Et donc, on lui a expliqué effectivement que tous les déchets qu'il pouvait produire, notamment les déchets de cuisine, les épluchures de légumes, pour prendre cet exemple-là, le marc de café ou autre, plutôt que d'aller les mettre dans sa poubelle, et que des grands camions viennent chercher ces poubelles-là pour aller amener ces déchets-là qui vont après être brûlés ou enterrés, il pouvait les mettre dans son jardin, et ce petit ver de terre qu'il écrasait encore 5 minutes avant, il va manger ces déchets, il va lui donner de la terre. Cette terre va lui permettre après d'aller, avec ses parents, ses grands-parents, faire pousser pourquoi pas des tomates ou des courgettes dans son potager. Et à partir du moment où il a compris finalement qu'il y avait un intérêt, de lui-même à la fin, sans moi j'ai besoin de rien lui demander, à la fin de l'atelier, il a dit non, moi les vers de terre maintenant, je vais essayer d'en avoir plein dans mon jardin. Donc c'est des petites anecdotes comme ça, mais qui montrent bien que finalement c'est souvent plus par méconnaissance qu'on ne va pas faire attention. Avec les limites, on est tous pareils. Moi, le premier, dans notre vie de professionnel, dans notre vie quotidienne, on a un impact et ça, on ne pourra jamais ne pas avoir d'impact du tout. Mais on va pouvoir mieux protéger cette nature qui nous sert beaucoup si on la comprend mieux. Et c'est vraiment notre objectif, nous, au bâtiment. Voilà. Tu parlais de l'abeille, là. C'était quoi l'abeille alors? Oui, alors on est beaucoup sur le jardin en ce moment. C'est vrai qu'on a de la chance, on arrive à l'été. Mais c'est vrai qu'une abeille, finalement, ça embête beaucoup de monde. Moi, le premier. Moi, je n'aime pas le miel. J'aime. Oui, les guêpes, les abeilles, ça peut piquer éventuellement. Puis quand vous n'aimez pas le miel comme moi, finalement ça n'a aucun intérêt. Si moi j'aime le miel. Bon, t'as de la chance. Mais du coup, on pourrait, par contre, porte d'entrée, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun intérêt à les préserver. Or finalement, pareil sur un atelier, et ça c'était assez intéressant, on essaye d'un petit peu expliquer aux enfants, finalement une abeille, qu'est-ce que ça peut faire d'autre que du miel. Bon, au départ, c'est pas toujours évident. Et puis c'est là où les enfants sont peut-être plus sensibilisés que les plus anciennes générations. Mais finalement, ils ont assez bien compris que l'abeille, c'était aussi une petite bête qui va permettre de polliniser les fleurs. Donc d'aider les fleurs à se reproduire. Alors là, on commence à rentrer un petit peu, finalement, une fleur, c'est peut-être un peu plus utile pour nous. Alors là, on leur demande pourquoi. À faire joli. Bon, oui, mais c'est pas vital. Donc on pourrait se remettre si jamais il n'y avait plus de fleurs, si c'était juste pour faire joli. Et puis après, on essaie de leur expliquer que finalement, les végétaux, les plantes, ça sert à respirer, puisque ça rejette de l'oxygène. On a tous besoin, on est 6 ici, 7, on a tous besoin d'oxygène pour respirer. Donc peut-être qu'une plante finalement est assez vitale, puisqu'elle nous permet de respirer. Donc l'abeille qui au départ, moi, ne me servait à rien, elle me sert parce qu'elle sert à aider les plantes à se reproduire. Mais ça sert aussi à manger, puisque finalement, les plantes, pour la plupart, vont nous permettre d'avoir des fruits et des légumes. Et puis, alors je crois que c'est beaucoup abordé lors des émissions, tous nos produits de soins finalement, nos médicaments, ils sont liés aux plantes au départ. Oui, bien sûr. Et quand on a pris cette porte d'entrée, finalement de la petite abeille qui au départ m'embêtait plus parce qu'elle voulait me piquer ou éventuellement elle faisait quelque chose que moi, qui ne m'intéressait pas beaucoup, je m'aperçois qu'elle est vitale. Parce qu'elle va me permettre de respirer, de me soigner et de manger. 3 fonctions qui sont quand même vitales pour tout être humain. Voilà les portes d'entrée qu'on peut prendre et des anecdotes qu'on peut vivre nous dans la chance que l'on a d'avoir tous les jours des gens différents et donc avec plein d'aventures à mais je suis d'accord pour l'abeille, là, pour tout ce qu'elle nous apporte, mais ça, je comprends pas qu'elle pique, quoi, tu vois, ça c'est franchement, ils sont méchants, franchement. Alors, il faut savoir souvent que les animaux, contrairement à ce qu'on pense, à part quelques-uns, ne font que se défendre. Donc quand ils piquent, c'est qu'ils se sentent attaqués, et il faut imaginer une abeille, la taille d'une abeille par rapport à nous. Et donc, si on avait un géant qui venait nous voir, peut-être juste pour nous faire un petit tape sur l'épaule gentiment, mais bon, s'il faisait 7 fois notre taille, on serait peut-être effectivement un petit peu apeuré aussi. Mais peut-être qu'elles aiment beaucoup mes fruits aussi. Hein. Alors, la dernière chose, parce que moi j'ai quand même une question pour toi. C'est vrai que moi j'ai des petits-enfants, et tu connais un peu les petits-enfants, parce que c'est quand même mon fils. Donc, souvent ils aiment cueillir des fleurs pour leur maman, ou pour leur papa, pour leur grand-mère. Moi j'ai tendance à dire oui.
Alors ça, je crois que ça s'adressait à l'un de tes petits-enfants particuliers, ma fille, en l'occurrence. Comme quoi, le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. Non, mais bien évidemment, on ne va pas empêcher des enfants ou n'importe qui de pouvoir ramasser des fleurs pour faire plaisir à sa grand-mère, à son grand-père, à ses parents. La seule chose, moi, sur lequel j'essaie de les sensibiliser, donc là, je sors un peu du travail pour plus prendre le rôle de papa, c'est de dire que oui, bien sûr, on peut se servir de la nature, mais il faut faire attention, pas arracher pour aller jeter après. C'est plus cette chose-là. Qu'on prenne 2, 3 fleurs ou 4 fleurs pour faire un joli bouquet, c'est très bien, ça fait partie de la sensibilisation aussi, et puis aussi du lien social. Quand on parle de développement durable, on est aussi dans le social et dans finalement le lien qu'on peut avoir entre nous. Mais la chose qui est un peu plus embêtante, c'est déjà d'expliquer, pour avoir un peu plus de connaissances, que certaines espèces sont rares. Donc celles-ci, même si elles sont très belles, elles sont très bien dans la nature, parce qu'une fois qu'on les a arrachées, malheureusement, elles vont disparaître très rapidement. Puis l'autre chose, c'est de se dire, oui, je peux le faire, mais je le fais effectivement en étant, entre guillemets, respectueux. C'est vrai pour les fleurs, c'est vrai pour tout. C'est comme l'énergie, quand vous entendez tout le monde vous dire, il ne faut plus utiliser d'énergie passive. On a tous besoin d'énergie, ne serait-ce qu'ici, on a besoin d'un peu d'énergie pour les lumières. Et peut-être qu'on peut faire attention à en utiliser un peu moins. Donc pour les fleurs, c'est pareil. On peut faire un beau bouquet, peut-être 10 bouquets dont la moitié vont partir. Tu nous conseilles quand même d'être raisonnable, de faire un peu attention, par exemple de ne pas marcher dans les dunes quand on n'a pas le droit de marcher, parce qu'il y a des petites choses. Donc faire un peu des petites choses chacun, et puis même si on ne sauve pas entièrement la planète, on va quand même un petit peu préserver cette beauté magnifique. Exactement. Merci Vincent. De rien. Tu ne vas pas nous quitter, tu vas t'asseoir à une table qui va se libérer, parce que imagine-toi que nos téléspectateurs adorent nos chroniques. Et Caroline va nous faire elle complète un petit peu, tu vois, peut-être qu'elle va être tout faux, ça je sais rien. Mais enfin, c'est en hommage à toi, donc tu vas rester aussi là. On passe maintenant à la chronique de Caroline qui est sur la défense de l'environnement. Alors, comme je vous le rappelle souvent dans l'émission, tous les liens de nos intervenants sont dans la barre d'infos, le petit plus que vous déroulez sous notre vidéo. Eh bien, à toi, Caroline. Oui. Alors, pour faire suite à tout ce que nous a dit Vincent tout à l'heure, moi, je vais vous donner quelques petits conseils pour faire attention tout simplement à notre planète. Le premier petit conseil, c'est quand vous allez faire votre marché. J'imagine que vous allez le faire ou le mercredi ou le samedi. Vous savez que maintenant, on nous donne sans arrêt des petits tote bags en coton. Donc, au lieu d'utiliser des sacs en plastique, vous prenez votre petit sac en coton et vous mettez tous vos fruits et vos légumes dedans et vous les ramenez chez vous. Et ça évitera déjà d'utiliser beaucoup de sacs en plastique. Ça, c'est ma première chose. Pour aller au marché, s'il est un peu loin de chez vous, marchez, ne prenez pas votre voiture, ça sert à quoi? Ça vous fait du bien, ça fait de l'exercice, ça vous fait regarder ce qui se passe autour de vous, et c'est encore un point positif pour la nature. Pour se laver, donc on utilise beaucoup de gel douche aujourd'hui. Avant, ça n'existait pas, on n'avait que des savons. Pourquoi parvenir au savon? Les savons, c'est exempt de dérivés de pétrole, et c'est très bien aussi. Vous prenez un gant, un savon, et c'est encore une économie aussi, une économie d'argent. Prochaine petite chose, choisir des produits avec un label bio de préférence et vous abonner. Vous savez, il existe des paniers de produits bio, de légumes. Vous abonnez, donc si vous n'avez pas le temps d'aller au marché, vous vous abonnez à ces petits paniers, vous allez les chercher directement. Ça fait travailler les producteurs et avec des produits bio, on sait aujourd'hui... Et de saison. Et de saison, c'est beaucoup mieux aussi pour tous les agriculteurs. Aussi, on permet d'aider aussi certaines personnes. En ce qui concerne les machines, réduire tout ce qui est liquide vaisselle, tout le liquide pour la lessive, etc. Donc ça va permettre de ne pas surcharger les cours d'eau en agents chimiques. N'est-ce pas, Vincent? C'est un bon conseil, n'est-ce pas? Et il y a même des boules maintenant, il y a même des petites boules. Ça, je n'ai pas commencé à utiliser, des petites boules qu'on met dans la machine. J'avais déjà mais il paraît que c'est très bien aussi. Ça marche? Ça marche bien, tu as utilisé? Je ne sais pas, ça c'est un petit plus. Vous nous direz si vous Ouais, essayez et vous nous direz. La pluie, utilisez-la, récoltez-la pour arroser vos fleurs.
Si vous avez un jardin ou si vous avez juste un petit balcon, vous mettez un petit récipient et vous récoltez la pluie. Est-ce que c'est bien, Vincent? Est-ce que je donne des bons conseils? Ça va être en bouche. Tu vas même être en bouche. Ouais, exactement. Ça, à Dès qu'il Bordeaux, place l'hiver. à Bordeaux, ça va marcher. On va voir Alors, ça. pour sa maison, nettoyer. Vous savez, enfin moi je sais que j'étais un peu addict à avoir un produit pour la salle de bain, un produit pour la cuisine, un produit pour les toilettes. Non, vous prenez un seul produit et vous pouvez tout faire avec. Ou du savon noir, c'est absolument parfait. Tout à fait, oui, c'est Voilà. Ensuite, pour l'économie d'énergie et le sport, au lieu de prendre l'ascenseur, vous montez les escaliers. Après, vous allez avoir des belles jambes fuselées. Les fesses. Les fesses aussi. Les fesses remonteront un peu bon. Non, non, non. Alors, pour le thé, le café. Ah, dis-moi ça. Alors, pour le thé et le café, au lieu d'utiliser du thé en sachet, les dosettes de café, je ne citerai pas les noms qu'on jette. Oui, ça y en a plein. Vous avez des petits filtres en inox, aussi bien pour le café, pour le thé que pour le café, pardon. Et après, vous pouvez récupérer le marc, enfin oui, c'est Oui, ça, c'est le marc de café pour mettre, pardon, dans vos plantes pour les faire pour l'engrais. Voilà. Ou même en gommage peau. Voilà. C'est Des un autre, recettes sur voilà. Internet où on fait avec la main. Petite chose encore, les appareils, on les laisse pas en veille, on les éteint. Là, c'est mauvais pour la Ça, santé. c'est difficile, moi je le fais pas vraiment tout le temps, mais ça c'est... Oui, bah oui. Vous lavez les dents tous les jours, au moins 2 fois par jour, Oui. n'est-ce pas? Tout le monde oui. à cette table fait. On avait une mauvaise habitude, moi je l'avais aussi, de laisser couler l'eau. Oui, c'est Éteignez l'eau quand on se lave les dents. Le temps de se laver les dents pendant 2-3 minutes, vous éteignez l'eau, économie aussi. Toujours pour se laver, les bains, non. La douche, oui, parce que pour un bain, on utilise presque 200 litres d'eau. Alors que pour une douche, ça dépend de la longueur de la douche, entre 30 et 80 litres. Mais entre 30 et 80 litres, 200 litres, c'est énorme. Et puis pour les vêtements, si vous pouvez porter du coton bio, c'est mieux. Voilà, donc je fais mes petits conseils pour faire du bien à notre planète. On en a besoin pour les générations futures. Mais tu as raison. On va essayer. Mais vous savez, les break-in mamie vont sauver la planète. Ça, c'est sûr. Donc, nous allons passer à ta chronique, Sylvie. Eh bien, tu vas nous dire un petit peu, moi j'ai plein de questions à te poser. Quel maillot pour quelle forme de corps? Alors en fait, c'est un peu plus futile, mais ça sauve les plages. Au moins, on regarde. Excusez-moi, c'est du mauvais humour, mais bon. C'est quand même un peu bon. Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a des maillots que nous aimons et des maillots qui nous aiment. Voilà, tout est dit. Parce qu'en fait, souvent, on ouvre un magazine et puis les dictats de la mode vous font dire qu'il faut un trikini ou qu'il faut un maillot ouvert partout ou qu'il faut une culotte montante. Enfin bon, bref, la mode. Ben, la mode, ça ne veut pas dire que ce sont les formes qui vont nous aller. Donc il faut quand même... moi, je privilégie toujours l'esthétique visuelle. Je ne parle pas de c'est beau, c'est pas beau, c'est pas dans ces termes, mais je pense que quand on se met en maillot, c'est pas forcément tous les jours facile. Il y a les petites varicosités, mesdames, il y a les varicosités sur les jambes qu'on n'avait pas vues pendant tout l'hiver. Il y a les jambes toutes blanches, il y a les petites cicatrices, il y a le gras sur le ventre. Ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Et pas, il n'y a pas d'âge. Et puis il y a la cellulite qui n'est pas forcément l'apanage que des femmes. Bon, tout ça, c'est pas des joyeusetés qui font qu'au départ, on a envie de se mettre en maillot. Donc autant essayer, par le choix du maillot et de sa forme, de flatter un peu notre corps. Voilà. C'est le but. Alors j'arrête de vous faire faire. Bon. Pour les juniors, une grande et belle nouvelle, le maillot de bain une pièce refait un retour en force. C'est super. Alors les jeunes le portent déjà beaucoup. Nous, on avait perdu l'habitude parce que on fait partie de ces générations, on n'ose pas le dire, on a fait même du monokini. Oui. Et oui, mais bon, maintenant c'est fini, on a remis nos soutiens-gorge. Et maintenant, il faudrait peut-être qu'on passe à des maillots de bain une pièce. Je vous avais parlé des couleurs. Dans une des émissions, je ne me souviens plus laquelle, j'avais parlé du choix des couleurs. C'est pareil en matière de maillot de bain. On va remettre l'émission, effectivement, moi non plus, je ne me souviens plus du numéro, le petit point blanc là, vous cliquez dessus, vous avez une autre émission avec justement
ton très bon travail sur les couleurs. Oui, alors donc en fait ça sera important parce que au-delà de la forme, la couleur du maillot que l'on choisira va nous flatter ou pas. Alors maintenant on va y aller, vous êtes ronde, vous avez des seins, du ventre, des fesses rebondies, vous êtes surtout féminine et généreuse. Moi je trouve qu'une femme ronde c'est beau, mais moi je trouve qu'il n'y a que des stars qui sont trop belles, Scarlett Johansson, Monica Bellucci ou Laetitia Casta. Je vous souhaite d'être faite comme elle, belle et ronde. Bien que Laetitia Casta a beaucoup maigri. J'appelle pas ça rond, même. Ah, elle a été très ronde, Laetitia Casta. La première chose à savoir, c'est qu'il faut cesser de se cacher. C'est pas la peine, sur une plage, en milieu de bain, on nous voit. Alors, une pièce ou deux pièces, quand on est rond, tout est beau, à part maillot trop petit ou trop décolleté. Ça, c'est quelque chose... quand on achète un maillot de bain, il faut qu'il soit exactement à notre taille. Si on prend une taille en dessous, parce qu'on pense que c'est mieux, si le sein déborde, parce que c'est pas flatteur. En plus, moins il y a de tissu, plus vous paraissez gros. C'est aberrant, ce que je vous raconte, mais non. Parce que visuellement, si le maillot est tout petit, vous paraissez... vous n'avez qu'à regarder les culturistes qui mettent des tout petits maillots, mais c'est pour qu'on voit leurs muscles. Donc pensez à ça quand vous acheterez votre maillot. Et oui, visuellement, en fait, le fait qu'il soit tout petit, on regarde plus les muscles. Donc en fait, là, comme vous, à moins que vous soyez bodybuildé, si vous avez tendance à être un peu costaud, vous prenez un maillot qui est un peu généreux aussi, en forme. Ça ne veut pas dire le maillot de mamie qu'on va mettre jusque-là, mais qui soit à votre taille, qui couvre les fesses comme il faut, s'il est décolleté sur les fesses, et qui le soit... Hein? À la brésilienne. Mais si, à la brésilienne, mais à la taille. C'est beau un brésilien. Ouais. Ça aussi, c'est les années 80. C'est avec le monokini, on était aussi les Brésiliens. Les formes bandeaux, maintenant sur les maillots de pièces, les formes bandeaux maintiennent très très bien les seins. Vous pouvez y penser aussi, vous avez des formes généreuses. Votre corps est en A. Alors le A, c'est les épaules étroites et le bas un peu large. Je vous en avais parlé. Je me souviens. Dans une émission, eh bien c'est la même chose que pour les vêtements. Donc là, il va falloir rajouter du volume en haut et diminuer en bas. C'est-à-dire que pas de culotte à froufrou, pas de culotte trop grosse. Au contraire, on va prendre un haut de maillot qui soit une pièce ou deux pièces avec un peu de froufrou, un peu de dentelle. Et si on prend du dépareillé, on va essayer de mettre une couleur claire en haut et une couleur foncée en bas. Et surtout pas de détails comme des petits nœuds, des volants. Ça cachera pas, ça va attirer l'œil sur ce que vous aimez le moins. Et surtout, vous prenez pas un maillot shorty parce que le shorty, il vous tue une cuisse. Mais alors, vous pouvez même pas imaginer. Il va pas vous cacher la cuisse, il va attirer l'œil sur la culotte de cheval. Excusez-moi. Le V, c'est l'ormanodou. Alors, c'est les épaules comme ça, et puis le petit bassin. Eh bien, c'est le contraire de ce que je vous ai dit précédemment. Là, on va diminuer le haut et augmenter le bas. C'est-à-dire que là, on va mettre les culottes shorty, les culottes un peu larges, des froufrous, de tout ce que vous voulez en bas, ou une couleur un peu flashy en bas. Et puis, au contraire, on va mettre une couleur un peu foncée en haut, un bandeau, un bikini, ce que vous voulez, mais pour attirer l'œil sur le bas et pas sur le haut. Il faut rajouter du volume en haut, en bas. Et rajouter du volume, ça veut dire rajouter des motifs, rajouter de la couleur ou rajouter du tissu pour équilibrer le haut et le bas. Oui, d'accord. Et puis là, par contre, sur les V, évitez le maillot bandeau parce que là, cette ligne droite va rajouter en plus des épaules. Pareil avec le maillot de bain sur une seule épaule. Alors là, c'est fini, c'est plus l'ormanodou, c'est Schwarzenegger. Merci, excusez-moi. Voilà. Vous êtes en sablier en 8. Lâchez-vous. Vous pouvez tout porter. Pas en la chance. Le sablier, il est très équilibré, mais il est plutôt angulaire. Il a des os un peu saillants. Et le 8, il est pareil, mais avec un peu de chair autour. Voilà. Mais lui, on a beaucoup appris. Mais moi, j'ai retenu quelque chose quand même d'important. Je ne sais pas si vous... Quand je vais me regarder dans une glace avec un maillot de bain, je vais me voir culturiste. Ça va me changer le corps. Elle est vraiment... Ça, j'ai bien retenu. On m'avait donné un conseil une fois que je trouve ça j'ai beaucoup aimé, et dis ce que tu en penses, que pour choisir son maillot l'année d'après, il est mieux l'acheter l'été, quand on est un peu bronzé, quand on se sent un peu bien, et que du coup on trouve un plus joli maillot, parce que quand on doit essayer le maillot blanc, blafard, à la fin de l'hiver, etc., plus rien ne nous va. Donc si on le prend, on l'achète à la fin de saison, pour la saison d'après, Et un seul. C'est une bonne idée. Là, c'est une idée extraordinaire. 1, on n'est pas blanc. Et 2, c'est les sols. Voilà. Ah ben voilà, en plus, oui. Donc là, moi je dis, je m'inscris
complètement dans cette réflexion. On se regarde de façon plus gentille dans la Et classe. en plus, on a encore. Non, c'est vraiment très très Et puis, intéressant. c'est vrai, quand on est bronzé, on peut Économiquement, c'est vraiment intéressant puisqu'on l'achète en sol. Ouais. Non, non, bravo. Je n'avais pas pensé. Ben, merci. À remplacer. Merci les filles, vraiment c'était une super chronique. Merci à nos intervenants, Ouais, c'était merci. vraiment très intéressant. Dites-nous, vous, si cette émission vous a plu. Ce sont les vacances. On va vous souhaiter de très très bonnes vacances parce que l'émission est terminée. On dit bonnes vacances à tout le monde Bonnes et vacances à profitez vous. des vacances. Bonnes vacances. Mille bisous.